L'objectif de la présente vidéo est d'essayer de vous expliquer le mécanisme de l'adressage IP ainsi que les masques de sous-réseau. Alors on a un réseau ici constitué de 3 PC et d'un serveur que j'ai appelé FabLab. J'ai un premier PC Serge qui a une adresse IP 172.168.10.20, donc c'est l'adresse IP de la carte réseau ici, et il a un masque de 255.255.0.0. Je vais essayer de joindre le serveur web du FabLab. Donc je vais sur cette machine Serge, je vais lancer un navigateur web et me connecter sur le serveur web qui est là, en saisissant simplement l'adresse IP qui est ici, 172.16.10.22. Alors je me mets dans PC Serge, je vais dans le web browser, dans le navigateur web, je me mets dans la barre URL, je saisis l'adresse IP du serveur FabLab 172.16.10.22, entrée, j'arrive bien dans le serveur du FabLab. Ok, je vais à présent aller sur le PC de Fred. On va faire la même chose, on va prendre le navigateur, on va saisir, on va essayer de joindre le FabLab 172.16.10.22. Je fais entrer, j'arrive parfaitement sur le site du FabLab. Et on va aller avec le PC de Pierre, on prend le navigateur, on va saisir l'adresse URL du serveur FabLab, et là, ça ne marche pas. Alors il va nous afficher un request timeout, ok, ça marche pas. Alors l'objectif à présent est de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors la raison en fait, c'est tout simplement parce que cette machine de Pierre, même si l'adresse IP ressemble beaucoup aux autres adresses IP, elle n'est tout simplement pas sur le même sous-réseau que ces trois machines. Alors pour expliquer ceci, un petit peu de théorie s'impose. On va rentrer dans la notion d'adresse IP, IPv4, sachant que depuis de nombreuses années, on est sur un transfert vers l'IPv6. Ici, on ne parlera que de l'IPv4. Alors, je suis obligé de faire un petit rappel sur la numération pour bien comprendre ce qui va suivre. Donc la notion de bit. Un bit, en fait, peut prendre deux états, soit 0, soit 1. Ensuite, un mot de 8 bits, c'est ce qu'on appelle un octet, ou byte en anglais, à ne pas confondre byte avec bit. Exemple, ceci est une écriture binaire de 8 bits, avec n bits. Exemple, 8 bits. On peut coder 2 puissance n valeurs. Donc avec 8 bits, on peut coder 2 puissance 8 valeurs, soit 256. On rappelle que le 0 est codé dans ces 256 valeurs. Ce qui fait que l'on pourra compter avec 8 bits que jusqu'à 255. D'où l'expression on ne peut compter que jusque 2 puissance n moins 1 à cause justement de ce 0. Alors remarque sur l'écriture d'un octet ou d'un mot binaire. Donc si je reprends celui-ci par exemple, ce qu'il faut savoir c'est que complètement à gauche on met ce qu'on appelle le bit de poids fort, qu'on appelle aussi le MSB, et complètement à droite on écrit le bit de poids faible, ce qu'on appelle le LSB. Alors on va travailler sur un bit pour bien comprendre ce qui se passe. Parce que l'objectif maintenant va être de passer du monde décimal au monde binaire, ou l'inverse.
Donc je représente ici mes 8 bits de 1 à 8, avec à droite on a dit, alors c'est une erreur ici de ma part, le LSB, et complètement à gauche le MSB, le bit de poids fort. On rappelle que chaque bit peut prendre deux états, 0 ou 1. Ce qu'il faut distinguer ensuite, c'est le rang des bits. Le bit de poids faible, LSB, est au rang 0, puis 2, puis 3, etc. À quoi ça sert d'avoir les rangs? Tout simplement d'obtenir le poids décimal de chacun des bits. Pour obtenir le poids décimal, c'est simple, on reprend la base, qui ici c'est du binaire, donc la base c'est 2, et on la met à l'exposant du rang. Donc ici 2 exposant 0, ce qui fait 1. 2 exposant 1, ce qui fait 2. Vous avez compris, jusqu'à 2 exposant 7, qui fait 128. Alors à quoi ça sert? Si on reprend cet octet, donc ce mot binaire de 8 bits, et si je le place, je redéploie les deux 1 suivis des 6 0 ici, en prenant bien compte que le premier ici à droite, c'est le LSB, je le mettrai donc là, et celui qui est à gauche, c'est le MSB, je le mettrai ici. Pour trouver sa valeur en décimale, il suffit de regarder, ici j'ai un 1, ça veut dire que je vais considérer la valeur 128. Ici j'ai un 1, je vais considérer la valeur 64. Par contre, partout ailleurs j'ai des 0, ça veut dire que toutes ces valeurs-ci, de 1 à 32, ne seront pas considérées. Donc je vais faire tout simplement 128 plus 64, ce qui me fait 192. Donc cet octet, ou celui-ci, qui est le même, vaut la valeur 192. On peut refaire la même chose avec celui-ci. On replace dans le tableau. On voit très clairement que seul le bit de poids fort est à 1. Ce bit de poids fort vaut 128. Donc la valeur décimale de cet octet vaut 128. Et ainsi de suite. On pourrait faire la même chose ici. Je mets les 7 1 ici, suivi du 0 là. Donc effectivement, je vais faire donc 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1, ce qui va me donner 127. Alors, entre parenthèses, il existe des convertisseurs en ligne, décimaux, pour passer de valeur décimale à valeur binaire, voire également de valeur hexadécimale. Ici, moi j'utilise celui de Sébastien Guillon. Donc si vous mettez ici, mettons 127, vous voyez qu'il vous convertit directement la valeur en binaire. Alors attention, il occulte les zéros non significatifs, c'est-à-dire que si je compte le nombre de 1, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour faire un octet, il faut que je rajoute le 0. Et cette valeur-là est bien égale à cette valeur-ci. Alors fort concept de numérisation ou de binaire, on va dire, on va faire ce qu'on appelle un et logique. Alors ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est que 1 et 0 ça fait 0, et on retiendra que le 0 est absorbant ou filtrant, c'est-à-dire qu'il ne laisse rien passer. Par contre 1 et 1 ça vaut 1, et on retient que le 1 est passant, c'est qu'il laisse tout passer. Alors faisons un et logique entre une adresse IP et un masque de sous-réseau. J'ai ici l'adresse IP qui vaut 192.168.1.35. Ça, c'est ce qu'on appelle la notation décimale pointée. Si je transforme 192 en binaire, ça me donne ceci.
168 en binaire, ça me donne ceci. Alors, si vous avez des difficultés pour l'instant, vous pouvez très bien passer par ceci. 168, ça me donne bien cette valeur-là en binaire. Le 1 me donne cette valeur, le 35, celle-ci. Le masque de sous-réseau est actuellement à 255, 255, 255.0. 255, c'est tous les bits à 1. Et le 0, bah, c'est tous les bits à 0. Et quand on fait un et logique entre une adresse IP d'une machine et son masque, on obtient l'adresse IP du sous-réseau. Donc on va le faire ensemble. Alors on va faire 1 et 1, ce qui fait 1. Pareil pour la ligne suivante, 1 et 1, ce qui fait 1. 0 et 1, ce qui fait 0. On a dit que le 0 était absorbant. Donc partout finalement où vous avez des 0, vous allez obtenir des 0, quel que soit les 1 présents dans le masque ou dans l'adresse IP. On fait pareil pour ici, 1 et 1 fait 1, 0 et 1 fait 0, etc., etc. Je vais donc retrouver exactement cette partie-là dans l'adresse de sous-réseau, étant donné que tous les bits sont à 1. Ici, tous les bits sont à 1, donc je vais retrouver toute cette partie-ci dans l'adresse du sous-réseau. Et ici par contre, le 0 se code avec les 8 bits à 0. Donc le 0, on a dit, il est filtrant, il ne laisse rien passer. Ça veut dire que rien de ceci ne va pouvoir passer. Tout va être égal à 0 dans l'adresse de sous-réseau. Alors au passage, on remarquera que l'adresse IP d'une machine est codée sur 32 bits. C'est le cas ici, donc ça c'est l'adresse IP de la machine. Mais si je traduis ça en binaire, ça fait bien 32 bits. C'est exactement pareil pour le masque de sous-réseau. Et c'est pareil, 32 bits également, pour l'adresse de sous-réseau. Alors voyons maintenant les caractéristiques d'une adresse IPv4. Toute adresse IP se décompose en deux parties, un NetID et un HostID. Le NetID, c'est l'identifiant du réseau. Le HostID, c'est l'identifiant de l'hôte, c'est-à-dire des machines connectées au réseau. Ça peut être des ordinateurs, des imprimantes, des routeurs, enfin des cartes réseau de routeurs, etc. Donc finalement, si je regarde plus attentivement une adresse IP, je vais avoir en jaune l'identifiant du réseau 192.168.1 et en vert l'identifiant de l'hôte .45. Alors qu'est-ce qui me permet de savoir justement que la partie jaune c'est l'identifiant réseau? C'est tout simplement le masque de ce réseau qui me permet de déduire l'identifiant réseau et l'identifiant de l'hôte. Ici, c'est ce qu'on appelle la notation décimale pointée. Et on peut bien évidemment retranscrire cette partie en notation décimale pointée en notation binaire. Cette conversion en notation binaire est utile à partir du moment où vous avez des masques de sous-réseau qui ne sont pas du type 255, 255, 255. Si on est sur un masque de 255, 255.224 par exemple,
ça va pas être simple de trouver en fait le numéro de réseau et le numéro d'hôte. Dans ce cas-là, il faudra passer par la notation binaire. Nous concernant, on sera toujours sur des écritures de ce type, donc on sait très bien que quand on a 2, 5, 5, toute la partie supérieure va passer et permettre l'identification de l'identifiant réseau. Alors, faire communiquer deux machines entre elles. Donc, en l'absence de routeur, donc je rappelle ce que c'est qu'un routeur. Un routeur permet tout simplement de faire communiquer des machines appartenant à des réseaux différents. Donc en l'absence de routeur, par contre, deux machines peuvent communiquer à la condition d'être sur le même réseau ou sous-réseau. Alors on va voir que les deux machines suivantes ne peuvent pas communiquer. Elles sont connectées au même support physique, mais il n'y a pas de routeur. Alors pourquoi elles ne peuvent pas communiquer? Tout simplement parce que elles n'appartiennent pas au même réseau. Alors leurs adresses IP se ressemblent beaucoup. 192.168.12.45 pour l'une, 192.168.84.23 pour l'autre. Les masques sont identiques pour tous les deux, pas de souci. Par contre, si on regarde ici, donc j'ai 255, 255, 255, donc je vais retrouver en adresse de sous-réseau pour la machine station 1, je vais retrouver 192.168.12. Ça c'est l'adresse de sous-réseau sur lequel se trouve la station 1. Si je fais la même chose ici, donc 255, eh bien je vais tout simplement trouver une adresse de sous-réseau pour la station 2 qui vaut 192.168.84. On voit bien que l'adresse de sous-réseau ici est différente de celle-ci. Donc les deux machines, station 1 et station 2, ne sont pas sur le même sous-réseau et en l'absence d'un routeur, elles ne pourront donc pas communiquer. Alors à présent que les notions d'adresse IP et de masque de sous-réseau sont acquises, en tout cas je l'espère, je vais juste évoquer la notation CIDR, celle que l'on va utiliser dans la suite. Si je reprends la station 1 qui a une adresse IP 192.168.12.45 et le masque 255.255.255.0, il y a plus simple pour exprimer ça en une seule ligne. On va tout simplement écrire pour la machine son adresse IP telle qu'on la retrouve ici dans la partie jaune, et juste derrière, et c'est là la nouveauté, on va mettre un slash 24. Le slash 24 est là pour préciser le nombre de bits à 1 sur le masque de sous-réseau. Donc ici, je viens d'encadrer les 24 bits à 1. Donc, on en déduit que la station 1 a un masque de 255.255.0 et que la station 2 a rigoureusement le même masque. Alors si on revient à notre problème de communication entre le PC de Pierre et le serveur FabLab, finalement, quand on analyse les sous-réseaux en présence, le FabLab, donc à partir de son adresse IP et de son masque de sous-réseau, on en déduit qu'il appartient au réseau 172.16.0.0, soit le net ID équivaut à 172.16. Voilà. Pour le PC de Fred, c'est pareil. Il appartient au sous-réseau 172.16. Pareil pour Serge. Donc on voit bien qu'ils ont la même adresse réseau, donc ça peut communiquer. Si on établit l'adresse de sous-réseau
du PC de Pierre, eh bien on va obtenir 172.17 au niveau du net ID. Donc 172.17, c'est pas du 172.16. Donc ils ne sont pas sur le même sous-réseau, ils ne peuvent donc pas communiquer. Alors ce qu'on se propose de faire ici, c'est de changer tout simplement le 17 qui était là en 16 par exemple. Alors par contre attention, j'ai déjà ici une adresse qui porte le host ID 10.20, donc si je mets 16 en haut, je vais me retrouver avec deux adresses identiques. Donc il va falloir que je mette celle-ci à, mettons, 23 par exemple. Alors ce qu'on va faire, c'est que l'on va remplacer tout simplement l'adresse de Pierre par 172.17 pardon, .16.10.23, voilà, en slash 16 cette fois-ci, hein, étant donné qu'on a 255 c'est 8 bits et c'est 255 c'est les 8 autres bits, donc ça fait un masque en 16. On va configurer le PC de Pierre. Au niveau desktop, ipconfig, je vais aller ici, changer 172, je vais mettre 16.10.23. Et ensuite on va retourner ici dans le PC de Pierre, on va prendre le web browser, on va taper l'adresse URL du Fab Lab 172.16.10.22 et cette fois-ci, comme par magie, nous sommes rentrés sur la page web du Fab Lab délivrée donc par le serveur Fab Lab.